va passer au Merci. dernier intervenant de l'après-midi, le professeur Julien Nizard, sur l'intégration. On a parlé un peu de la prise en charge des patients douloureux chroniques non cancéreux. Hein, Jacques Kupferschmidt nous avait fait un panorama un peu global. On va rentrer un peu plus dans le détail des techniques avec Julien sur l'intégration justement de ces INM dans la prise en charge des patients douloureux chroniques en dehors du cancer et avec ton équipe de Nantes. Merci, merci d'avance. Donc, bonsoir à tous. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Grégory Nino et toute l'équipe qui a organisé ce colloque dans les conditions très difficiles qu'on connaît. Et pourtant, on a eu des échanges d'une grande qualité, aussi bien lors des présentations des uns et des autres que lors des questions. Donc, finalement, ça semble assez facile de faire une présentation finale sur l'intégration des interventions non médicamenteuses dans la prise en charge des patients douloureux chroniques, puisque je vais rebondir, essayer d'apporter quelques compléments à un certain nombre d'éléments clés qui ont déjà été apportés. Alors, comme ça a été souligné dès hier, la douleur chronique est reconnue comme une maladie désormais par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2019, la classification internationale des maladies 11. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir une douleur depuis plus de 3 à 6 mois, puisqu'il y a beaucoup de patients qui ont des douleurs prolongées, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle un syndrome douloureux chronique, la douleur maladie, qui est vraiment caractérisée par une altération de la qualité de vie, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, qualité de vie personnelle, mais aussi familiale. C'est ce qu'on appelle le burden, le fardeau pour la famille parfois, socio-professionnel avec les problématiques évidemment d'insertion, d'arrêt de travail prolongé, d'invalidité souvent. Et la Haute Autorité de Santé définit ainsi la douleur chronique comme susceptible d'affecter de façon péjorative le comportement ou le bien-être du patient. Ça a été souligné tout au long de ces 2 journées. Il y a une comorbidité, une association avec des maladies psychiques très importantes, un trouble anxieux caractérisé dans à peu près la moitié des cas, que ce soit une anxiété généralisée, une phobie sociale, un état de stress post-traumatique et un syndrome dépressif, un état dépressif caractérisé dans un tiers des cas qui mérite bien entendu une approche bien identifiée et caractérisée. Alors, les enjeux de la prise en charge ont également été rapportés. Je voudrais insister du côté des soins primaires sur le caractère capital, décisif du dépistage et de la prise en charge précoce des patients à risque de chronicité. C'était encore souligné par la Haute Autorité de Santé en février 2019 pour son dernier rapport sur la lombalgie. C'est un des enjeux essentiels de la prise en charge de la douleur chronique, puisque, comme ça a été souligné, les structures douleurs en France ne peuvent prendre en charge que 400 000 patients, alors qu'il y a une dizaine de millions de patients douloureux chroniques en France. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut vraiment améliorer la prise en charge des patients douloureux, il faut absolument que les acteurs de premier recours, les médecins généralistes, les kinésithérapeutes notamment, aient de meilleures connaissances, de meilleures compétences sur la prise en charge des douloureux de façon très précoce. Ça a été souligné par tous, l'importance des facteurs psychosociaux, leur importance dans la genèse des syndromes douloureux chroniques, beaucoup plus que les aspects dits lésionnels ou mécaniques, dans la lombalgie par exemple, et donc le fait qu'il est capital de les prendre en compte, de les prendre en charge, prendre en compte un syndrome dépressif associé, faute de quoi le patient a peut-être moins mal, mais reste toujours aussi mal. L'importance aussi de lutter contre les facteurs d'entretien de la chronicité, ça a été souligné dans la lombalgie, dans la céphalée, dans la fibromyalgie. C'est essentiellement le manque d'activité physique, l'apparition de troubles psychiques, la consommation excessive de médicaments, l'arrêt de travail prolongé. Donc, chacun l'a dit lors de ces 2 dernières journées, l'importance de la relation thérapeutique, elle s'enseigne, et la place des interventions non médicamenteuses, on va y revenir, qui est soulignée par tous, les sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé, l'Académie de médecine, ça a été dit, et même leur nécessité.
Alors, j'ai repris le tableau proposé par la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations très récentes de février 2019 concernant la lombalgie. Lombalgie, première cause de douleurs chroniques en France et dans les pays industrialisés. Et à la demande de la Caisse nationale d'assurance maladie, la Haute Autorité de Santé a réactualisé ces dernières recommandations qui dataient de 2000. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'actualisation de ces recommandations pour cette pathologie qui est à la fois extrêmement fréquente, extrêmement coûteuse, aussi bien pour le patient, pour la famille et pour la société. Et vous voyez que ce tableau, il résume une partie des débats qui ont eu lieu depuis 2 jours. À savoir que, bien entendu, quand on a affaire à un patient douloureux, il faut avoir un diagnostic médical quand la douleur dure. Il faut s'enquérir de ses dents, de savoir s'il n'y a pas eu de cancer, de maladie inflammatoire, de symptômes neurologiques. C'est une évidence. À côté de ça, vous voyez, il y a 3 autres types de drapeaux qui s'enseignent de la même manière aux étudiants en médecine, en santé, en psychologie et en formation continue. Les drapeaux jaunes, qui sont liés aux pensées du patient, à ses sentiments, à son comportement, la peur du mouvement, ses incertitudes. Les drapeaux bleus, qui sont les représentations vis-à-vis du travail. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un salarié qui a du stress au travail, qui a peu de relations avec ses collègues, qui a une insatisfaction au travail, qui a un faible espoir de retourner au travail, par rapport à un autre salarié qui serait bien intégré et bien soutenu par ses collègues. Et enfin, les drapeaux noirs qui sont problématiques à prendre en charge pour tout le monde, qui sont des drapeaux de contexte. Quand on est maçon dans une petite entreprise de 2-3 salariés, c'est bien entendu beaucoup plus difficile d'adapter son poste de travail que quand on travaille dans un grand établissement hospitalier, par exemple. Alors, ça a été souligné avant même de commencer la prise en charge avec les interventions non médicamenteuses. Il est fondamental de partir sur des objectifs partagés entre le patient et le ou les thérapeutes. Et ces objectifs ne peuvent être et ne doivent pas être centrés autour de la douleur. Bien souvent, le patient arrive avec une demande de faire disparaître la douleur, de redevenir comme avant. Et lorsqu'on connaît le monde de la douleur chronique, on sait combien c'est important de faire évoluer cette demande pour arriver vers des objectifs beaucoup plus personnalisés, pragmatiques, de qualité de vie, ça a été souligné de nombreuses fois, de meilleure acceptation des douleurs. Il ne s'agit pas de faire avec forcément, il s'agit surtout de mieux faire avec et de considérer que malgré les douleurs, malgré le handicap, on peut avoir une vie la plus acceptable possible. Et donc, l'objectif prioritaire, c'est bien le maintien des activités et une meilleure insertion. Meilleure insertion sociale, meilleure insertion familiale, amicale et meilleure insertion professionnelle. Et un autre des enjeux qui a encore une fois été très largement souligné, c'est limiter la iatrogénie médicamenteuse, chirurgicale et particulièrement pour la lombalgie. On sait à quel point le fait de multiplier les interventions chirurgicales non seulement n'améliore pas le patient, mais a tendance à l'aggraver, et voire même lié aux examens complémentaires parfois prescrits en excès. Donc, lorsqu'on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est un peu la merveille des recommandations, c'est que c'est d'une simplicité extrême. Et on sait tous que ces 4 axes-là, tels qu'ils sont présentés ici, sont très simples à comprendre, y compris pour un patient qui n'a pas encore été véritablement éduqué ou qui ne s'est pas encore approprié les grands axes de la prise en charge. Simple ne veut pas dire simple dans leur mise en œuvre, c'est simple dans leur concept. Les 4 axes, c'est quoi? C'est un axe médical, on l'a dit, avec de l'éducation, et on sait tous combien dans la douleur et les autres symptômes dits somatoformes, l'insomnie, les nausées persistantes, les traitements médicamenteux sont très régulièrement insuffisamment efficaces. Et donc, bien sûr qu'il faut essayer de trouver le bon traitement pour le bon patient, mais on ne peut pas s'en tenir là. Et donc, les 3 autres axes, c'est de l'activité physique adaptée
particulièrement s'il y a des douleurs locomotrices, mais ça s'applique tout à fait bien aussi à un patient porteur de céphalée ou de douleurs de cancer. Éric Serra l'a dit tout à l'heure. C'est le troisième axe qui est l'axe de l'écoute, des approches psychologiques et psychocorporelles, et un autre axe qui est probablement insuffisamment pris en compte et qui devrait être davantage développé, qui est celui de la réinsertion. Se préoccuper de comment le patient peut être mieux intégré dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle, on l'a dit. Que dit la Haute Autorité de Santé également? À juste titre, et comme la plupart des sociétés savantes, elle dit qu'il faut naturellement que la nature de la prise en charge et son intensité soient adaptées, personnalisées et graduées selon un handicap. C'est-à-dire qu'il y a deux écueils très différents, mais deux grands écueils dans lesquels malheureusement les patients douloureux chroniques et leurs soignants se trouvent régulièrement piégés, qui sont d'un côté en faire trop d'examens, trop de chirurgie au risque d'augmenter la iatrogénie, et de l'autre côté, comme c'est très régulièrement observé, notamment chez la personne âgée, comme l'a dit notre collègue de Sherbrooke, d'en faire pas assez, c'est-à-dire de considérer qu'il est normal de souffrir quand on est âgé et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, on l'a dit, avant de commencer à parler de la place des interventions non médicamenteuses, il faut à nouveau souligner à quel point le rapport bénéfice-risque du médicament dans la douleur chronique est faible. Dans la lombalgie, on sait combien aucun médicament ne permet de prévenir le passage à la chronicité. C'est une question qu'on nous pose souvent. J'ai une lombalgie aiguë, j'ai fait des épisodes répétés. Est-ce que des médicaments pourraient éviter que je ne passe à la chronicité? La réponse aujourd'hui est non. Aucun médicament ne permet d'éviter le passage à la chronicité, contrairement à l'exercice physique. Dans la fibromyalgie, il en a été question, l'effet des médicaments est limité. Dans les recommandations internationales, les médicaments qui étaient encore placés en première ligne il y a une dizaine d'années apparaissent plus maintenant qu'en deuxième ou troisième ligne. En première ligne, c'est l'exercice. En deuxième ligne, c'est les psychothérapies. Et puis, tout le monde s'accorde à dire que dans le cadre du syndrome fibromyalgique, c'est éduquer aux bons médicaments, comme on l'a dit, mais c'est aussi prévenir le mésusage avec le risque des médicaments, notamment opioïdes. On a beaucoup parlé des opioïdes forts, des morphiniques, mais il y a aussi tous les opioïdes faibles, la codéine, le tramadol, qui ont bien sûr un intérêt potentiel, mais qui ont aussi des limites et des risques. Dans la douleur neuropathique, troisième grand cadre nosologique, des douleurs qui sont particulièrement intenses, pénibles, désagréables, eh bien, vous voyez que la classe de médicaments qui est la plus prescrite, qui est les antiépileptiques, ce qu'on appelle le NNT, le Number Need to Treat, le nombre de patients à traiter pour avoir au moins un patient qui répond à 50% à la thérapeutique et de plus de 10. Il faut 10 patients pour en avoir un qui est amélioré de 50% au moins. On a parlé de la iatrogénie, c'est par exemple les hémorragies liées aux anti-inflammatoires qui sont rares mais qui peuvent être graves, c'est les céphalées par abus médicamenteux. Pour certains patients, les céphalées deviennent essentiellement causées par l'abus, la prise excessive de médicaments et le traitement devient le sevrage de ces médicaments. Et puis, bien entendu, le mésusage, la dépendance, les addictions, voire les décès. La crise des opioïdes était au premier devant la scène avec 60 000 morts aux USA en 2016. Alors, quelle place, du coup, pour les interventions non médicamenteuses? Ça a été dit, elles doivent se concevoir au sein d'une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire les thérapies sont complémentaires, elles sont intégrées dans un programme de soins. Aucune, ni l'hypnose, ni la méditation, ni l'acupuncture ne fera mieux que toutes les autres réunies. Et l'idée, quand on prend en charge un patient en douloureux chronique, c'est de proposer un programme plurimodal adapté, personnalisé. Il y a peu de contre-indications, mais il faut les connaître. Je pense en particulier aux approches psychocorporelles avec les psychoses. Évidemment, il faut personnaliser ces approches, on va y revenir, s'appuyer sur la demande du patient. Toutes mettent en avant la relation thérapeutique, donc chacun des orateurs a souligné l'importance.
Il y a peu d'effets indésirables décrits, mais il y a une vigilance sur les risques, on le sait tous. Il ne faut pas non plus être angélique vis-à-vis de cela, il faut être vigilant. Et on l'a répété, la pratique, l'autopratique particulièrement, on va y revenir de ces approches, permettent de contribuer à la limitation de la iatrogénie et aux addictions dont nous avons parlé tout à l'heure. Les limites, on les connaît, attente magique, l'importance capitale de la formation, voire du diplôme du praticien. L'enfer est pavé de très bonnes intentions. Il y a des formations à la sophrologie en ligne à 69 €, au terme desquels on peut s'appeler sophrologue. C'est très problématique sur le contenu de la formation, comme chacun peut l'imaginer. La question du coût et de l'accès aux thérapies complémentaires, ça a été souligné. C'est variable d'un pays à l'autre, c'est encore certainement insuffisamment pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles en France. Et puis, le niveau de preuve amélioré, les pistes ont été dites, l'importance de pouvoir associer des programmes de recherche quantitatifs et qualitatifs, de travailler sur le bénéfice-risque, mais aussi sur le coût et le rapport coût-utilité de ces approches. Alors, chacun connaît maintenant ce tableau récapitulatif, la classification des INM proposée par Grégory Nino, qui est tout à fait pertinente. Donc, je vais revenir pour apporter quelques précisions sur des éléments qui ont été largement débattus pendant ces 2 journées. Les interventions physiques et manuelles, les interventions symptomatiques, le chaud, le froid, les massages, c'est toujours utile, mais c'est généralement insuffisant. Ce n'est pas avec des massages, chacun le sait, qu'on permet à un lombalgique qui fait des massages depuis 25 ans d'éviter la rechute lombalgique. Donc, c'est utile, c'est pas cher, on peut soi-même acheter des outils de cette nature dans des pharmacies, c'est tout à fait intéressant, on le fait pour tous les patients dans les centres de la douleur, mais ça ne remplacera jamais l'importance de l'activité et des exercices physiques adaptés, et aussi bien la Caisse nationale d'assurance maladie que la Haute Autorité de santé réfléchissent aux moyens de promouvoir cette approche auprès des kinésithérapeutes notamment, pour prioriser les approches dites actives d'exercice physique adapté plutôt que les approches dites entre guillemets passives qui entretiennent dans une certaine mesure le patient dans ses douleurs chroniques. Donc, utile mais insuffisante. On a parlé, plusieurs collègues ont parlé des techniques de neurostimulation. Une autre façon de dire que ce sont des appareils de plus en plus simples, programmables, avec des applications numériques, dont l'intérêt préférentiel repose sur le fait que le patient va pouvoir se les approprier, en apprendre le bon usage et se les délivrer en autopratique. Et c'est ça qui nous intéresse prioritairement dans l'approche de douloureux chronique, c'est que le patient devienne compétent, qu'il ait une boîte à outils personnalisée. Tous ne vont pas répondre à un appareil comme les électrostimulations. Certains vont y répondre de façon remarquable, d'autres pas du tout. Il faut tenter et voir ce que ça donne. Deux collègues au moins ont parlé de la stimulation magnétique transcrânienne. Là encore, pour vous dire que c'était des appareils qui existent depuis une trentaine d'années, qui ont été développés dans la dépression dans un premier temps, puis dans la douleur, les acouphènes, la dystonie, dont le prix va en diminuant parfois de façon spectaculaire. On a parlé de ces techniques non invasives de modulation du cortex cérébral, qui, comme toutes ces interventions non médicamenteuses, reposent aussi sur des progrès dans le type de protocole, le type de cible, le fait d'avoir des recommandations de bonnes pratiques, de manière à ce que ça ne soit pas trop opérateur dépendant. Le collègue de Sherbrooke a également parlé de la stimulation électrique transcrânienne, la TDCS. Il faut savoir que nous avons acquis un appareil comme celui-ci il y a 7 ans au centre de la douleur, qu'à l'époque, il coûtait 30 000 €. Aujourd'hui, ces appareils qu'on trouve à 2 000 €. Certains fournisseurs en proposeront en 2021 à 500 €. Donc,
probablement que comme la luminothérapie, comme d'autres approches, ce sera prochainement disponible pour une autopratique pour les patients, avec la condition évidemment de résoudre les questions de sécurité de ces appareils. Il n'est pas question de stimuler le cerveau n'importe comment, tout seul. Il faut avoir été averti, avoir appris la technique. Il est possible d'utiliser ces techniques. Vous voyez le grand intérêt de ces casques de stimulation électrique par rapport à la stimulation magnétique qu'on a vue dans la diapositive précédente, c'est que l'appareil, évidemment, est très léger, il fait quelques centaines de grammes, et il va pouvoir aller se poser sur la tête d'un patient à domicile, et particulièrement chez les patients dépendants, déments, en fin de vie, et donc très aisé comme un appareil d'électrostimulation à utiliser. L'acupuncture, notre ami le docteur Truong en a parlé tout à l'heure. Pour dire quelques mots complémentaires, il s'agit évidemment pas simplement d'une technique, hein, c'est une médecine. Il a dit combien aussi d'autres approches, la moxibustion, l'électroacupuncture, la médecine traditionnelle chinoise dans ses aspects aussi nutritionnels pouvait être mise en avant. Et puis, comme les autres approches, elle peut contribuer à la limitation de la iatrogénie médicamenteuse. Et je voulais insister sur le fait que parmi les interventions médicamenteuses, c'est une de celles qui est certainement la moins connue dans ses aspects scientifiques. D'autres collègues l'ont souligné. Il y a vraiment un nombre très important de méta-analyses, de recommandations. Et donc, on ne peut pas mettre dans le même sac, en fonction du niveau de preuve et du niveau de publication scientifique, toutes les interventions non médicamenteuses. Vous savez qu'en France, l'acupuncture ne peut être pratiquée que par un médecin acupuncteur titulaire d'une capacité de médecine avec 3 ans de diplôme supplémentaire. Il y a un collège et effectivement, je pense que l'acupuncture aujourd'hui en France répond à des exigences importantes. Beaucoup ont souligné aussi l'importance des approches psychocorporelles, et on voit combien ces approches psychocorporelles vont être utiles à la fois pour la douleur, mais pour tous les éléments très fréquemment associés, les troubles anxieux, les troubles du sommeil, les addictions, les problèmes de compliance au traitement. Alors, vous voyez, si on commence par la relaxation et la sophrologie, j'ai repris les recommandations HAS, c'est pas 2020, c'est 2019, qui mettent quelque chose qui s'apparente tout de même à un progrès. Partons du principe que même s'il n'est pas tout à fait possible de statuer sur leur efficacité, au sens où le nombre de publications scientifiques, le nombre d'essais contrôlés est faible, reste faible et mérite d'être renforcé, mais la Haute Autorité de Santé elle-même dit qu'elles peuvent être envisagées dans le cadre d'une combinaison multimodale associée à une prise en charge active du patient avec un accord d'experts pour cette proposition. L'hypnose, la méditation en pleine conscience, pour souligner que pour la première fois, en 2019 encore, la méditation en pleine conscience a été recommandée dans le domaine de la douleur pour la prise en charge des douleurs neuropathiques, aussi bien par la Société française de la douleur que par la Société de neurologie et le Collège de thérapeutique. On va voir dans une diapositive prochaine. Donc, l'hypnose agit sur la dimension affective de la douleur, bien sûr, mais aussi sur les capacités de modulation de l'attention et donc les capacités de modulation de la douleur. Et donc, il s'agit plus d'améliorer le vécu de la douleur que la nociception elle-même, que la perception douloureuse, avec, là encore, des travaux de grande qualité, un niveau de preuve élevé, l'existence de plusieurs diplômes universitaires en France, et puis l'incitation, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour une pratique ensuite d'une auto-hypnose. Il ne s'agit pas simplement que le patient voit un thérapeute pendant des années, il s'agit qu'il s'approprie une thérapeutique et puis qu'il puisse la pratiquer en autopratique avec des bénéfices qui apparaissent au bout de quelques mois. La méditation en pleine conscience, on en a parlé également, intérêt pour la douleur, l'anxiété, les troubles du sommeil, aussi pour la prévention des rechutes dépressives avec un bon niveau de preuve. Je vous ai dit que 30% des patients douloureux chroniques présentaient un état dépressif caractérisé au moment où on les reçoit.
là encore, diplôme universitaire, un niveau de preuve vraiment élevé, avec des travaux remarquables, et elles sont présentes désormais dans un certain nombre de recommandations, ces incitations à la méditation en pleine conscience. Donc, même si les psychothérapies ne font pas partie des interventions non médicamenteuses, elles sont souvent associées à la prise en charge du patient douloureux, parce que quand on a eu un parcours de vie très compliqué, quand on a une histoire de vie traumatique, abandonnique, eh bien, l'approche psychothérapeutique est très souvent associée ou à tout le moins proposée aux patients douloureux. Alors, pour en finir, quelle est la place des interventions non médicamenteuses et les recommandations pour la pratique? Comme je l'ai dit, ces recommandations émanent maintenant de la Haute Autorité de Santé, de plusieurs sociétés savantes françaises, étrangères, que ce soit de la douleur, de la thérapeutique, de la pharmacologie, et avec des indications bien codifiées dans un certain nombre de cadres comme la lombalgie, la cervicalgie, la céphalée, la fibromyalgie ou d'autres. Elles s'appuient, comme toutes les recommandations, sur un niveau de preuve, mais aussi sur l'accord d'experts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un niveau de preuve élevé pour que les experts s'accordent à considérer que c'est utile. Et puis apparaît désormais, comme vous allez voir à la diapositive d'après, la place au sein de la prise en charge recommandée. Doit-elle être en première ligne, en seconde ligne, en troisième ligne? Donc voilà par exemple toujours les recommandations pour la lombalgie. Vous trouverez ça très aisément sur Internet. Eh bien, vous voyez qu'en premier recours, l'autogestion à la reprise des activités, les activités sportives. En deuxième recours, en troisième recours, je vous invite à regarder ces recommandations de la lombalgie. Et puis, voilà le tableau final, synthétique, des recommandations pour ces douleurs dont je vous ai dit qu'elles étaient très pénibles, les douleurs neuropathiques. Et vous voyez qu'apparaissent deux traitements qui n'apparaissaient pas il y a encore quelques années, qui sont les psychothérapies, qui apparaissent à droite de l'écran, qui sont recommandées dès la deuxième ligne, et puis la fameuse stimulation magnétique transcrânienne, histoire de dire qu'il y a de l'innovation aussi au sein des recommandations. Très rapidement, le numérique et douleur, c'est un champ très important avec un groupe de travail spécifique de la Société française de la douleur depuis 2019. Ça participe à l'éducation, à l'autosuivi des patients, aussi aux alertes des professionnels, le cas échéant, quand il y a des douleurs intenses. On a peu parlé, me semble-t-il, de l'intelligence artificielle, mais il y a des progrès en cours très importants pour les patients dyscommunicants, pour la reconnaissance faciale de la douleur, par exemple. Dans le cadre de l'épidémie Covid, on a vu l'importance des téléconsultations, de la téléexpertise. Je voudrais terminer par l'approche sociale, familiale et professionnelle, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle me semble encore insuffisamment recommandée. Et de mon point de vue, c'est une intervention non médicamenteuse. Il faut favoriser les activités hors soins et plaisir. Il faut promouvoir la culture. Il faut éclairer et impliquer la famille qui est elle-même très souvent souffrante. Favoriser le retour et le maintien dans l'emploi. Et ça, la Haute Autorité de Santé s'en est également saisie avec des médecins de la douleur dont je faisais partie dans le groupe de travail. Et pour conclure, chacun l'a dit, il faut personnaliser, graduer la prise en charge, ne pas proposer la même prise en charge à tous. À chaque fois qu'on propose une intervention non médicamenteuse, quelle qu'elle soit, avoir en tête l'autonomie du patient, comment il va pouvoir s'approprier la thérapeutique et la faire lui-même, faute de quoi elle risque de perdre de son efficacité. L'importance de la relation, ça a été souligné par chacun des intervenants, les objectifs de qualité de vie et de limitation de la iatrogénie. Autrement dit, il faut dire aux patients, nous allons vous proposer un programme dont un des buts va être que vous diminuiez ou que vous arrêtiez certains médicaments. Et pour conclure, je dirais que les INM sont non seulement utiles, mais qu'elles sont toujours nécessaires au sein de la prise en charge multimodale et que donc, tout le monde l'a dit, il faut continuer à améliorer la formation, la recherche, mais aussi l'accès aux interventions non médicamenteuses qui restent encore souvent coûteuses et pas toujours accessibles. Merci beaucoup, Julien, et merci d'avoir joué vraiment le jeu. Et c'est en parfait timing.
Et je retiens une prise en charge globale, multimodale, pluridisciplinaire, hein, c'est un peu le fil rouge là de cet après-midi. Une question, parce que tu le dis, les INM sont nécessaires, mais l'accès est parfois difficile. Alors, ton centre, et parce que tu as ce tropisme-là et cette ouverture-là, est probablement capable de proposer et de proposer une palette plus large, probablement que d'autres centres. Même question que précédemment sur les douleurs cancéreuses. Est-ce qu'en fonction de l'endroit où on est sur le territoire et du centre de la douleur vers lequel on va se tourner et on va être pris en charge, c'est une palette plus ou moins grande d'INM? Alors, c'est évidemment une question capitale pour les patients et pour les soignants. Je pense qu'il y a une dynamique générale. On a parlé d'avoir une attitude confiante ou optimiste vis-à-vis de l'avenir. Je pense qu'il y a un certain nombre de régions ou de départements qui proposent maintenant, à Nantes, c'est des organismes comme la Créative de Santé ou Alter Soins qui proposent des tickets de thérapie complémentaire gratuite sous réserve de justifier de ressources limitées et d'avoir une adhésion à l'association. Et c'est des thérapeutes qui interviennent souvent de façon bénévole, qui sont de qualité et sélectionnés comme tels. Donc je pense que quand il y a des problèmes d'accès pour les plus démunis, pour des thérapeutes qui, du fait de leur coût, n'iront pas aux thérapies complémentaires, il est important de pouvoir leur proposer des solutions de cette nature. Merci beaucoup, Julien.